Pourquoi l'art existe-t-il? Pourquoi l'être humain, alors qu'il doit survivre, manger, se protéger, perdre du temps à peindre, chanter, écrire, sculpter? Pourquoi, dans les moments les plus difficiles de son histoire, quand tout manque, quand tout est fragile, il continue malgré tout à créer des images, des récits, des sons? Est-ce pour imiter le réel, pour le comprendre, pour le transformer? L'art dit-il la vérité, ou est-ce une belle illusion? Est-il inutile, ou absolument essentiel? Dans cet épisode, on va traverser ces questions ensemble. Pas comme dans un cours, mais comme dans une histoire humaine, vivante, profonde. Et si cette vidéo t'aide à mieux comprendre le monde, et peut-être un peu mieux toi-même, aimer la vidéo est une manière simple de soutenir ce travail. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose. Pour comprendre l'art, il ne faut pas commencer par les musées, ni par les grands noms, ni par les théories. Il faut revenir beaucoup plus loin, à une époque où l'humanité ne savait presque rien, mais ressentait déjà tout. Imagine un être humain, pas un artiste, pas un philosophe, juste un humain. Il est seul, la nuit tombe, le feu éclaire faiblement les parois d'une grotte. Dehors, le monde est dangereux, imprévisible, silencieux. Cet humain a faim, il a peur, il sait qu'il peut mourir. Et pourtant, il prend un morceau de charbon, ou de pierre, et il trace une forme sur la paroi. Ce geste-là est l'un des plus mystérieux de toute l'histoire humaine. Parce que rien ne l'oblige à le faire. Ce dessin ne le protège pas immédiatement, il ne lui donne pas à manger, il ne le rend pas plus fort. Et pourtant, il le fait. Pourquoi? C'est là que l'art commence. Pas comme un luxe, mais comme une nécessité étrange. Avant l'écriture, avant la science, avant la philosophie. L'art apparaît très tôt. Trop tôt pour être un simple divertissement. Ce qui veut dire une chose essentielle. L'art répond à quelque chose de profond, quelque chose que la survie seule ne suffit pas à expliquer. L'être humain est peut-être le seul animal qui ne supporte pas le silence du monde. Il voit la mort, il voit la souffrance, il voit le chaos. Et surtout, il se pose des questions. Pourquoi suis-je là? Que restera-t-il de moi? Qu'est-ce que tout cela signifie? L'art naît exactement à cet endroit-là, à l'endroit où les réponses manquent. Créer, c'est répondre sans mots. Créer, c'est dire. Je suis passé par ici. J'ai ressenti quelque chose. Je n'étais pas qu'un corps qui survit. Quand un humain dessine, chante ou raconte, il ne fait pas que produire une forme, il affirme son existence intérieure. Regarde bien les premières œuvres humaines. Des mains sur les murs, des animaux stylisés, des formes simples. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre au sens moderne, mais elles ont une puissance immense. Parce qu'elles disent une chose très simple, quelqu'un a été là. L'art, dès le début, est un refus de disparaître complètement. Même quand le corps meurt, la trace reste. Créer, c'est résister à l'oubli, c'est lutter contre l'effacement. Et ce besoin-là, tu le connais encore aujourd'hui. Quand tu écris, quand tu postes, quand tu photographies, quand tu racontes. Ce n'est pas de la vanité, c'est humain. Mais l'art ne sert pas seulement à laisser une trace, il sert aussi à organiser le chaos. Le monde brut est confus, la vie n'est pas claire, la souffrance n'est pas juste. L'art prend ce désordre et lui donne une forme. Un récit, une image, une musique. Pas pour le rendre faux, mais pour le rendre supportable. Quand une tragédie est racontée, elle devient partageable. Quand une douleur est peinte, elle devient visible. L'art transforme l'expérience brute en expérience humaine. C'est important de le comprendre. L'art ne naît pas d'une théorie, il naît d'un besoin.
Un besoin de ressentir ensemble, un besoin de partager l'invisible, un besoin de dire ce qui déborde. L'humain ne commence pas par expliquer le monde, il commence par le ressentir. Et l'art est ce premier langage-là. Mais très vite, une autre question surgit. Si l'art existe, que fait-il exactement? Représente-t-il le monde tel qu'il est? Ou fait-il autre chose? C'est là que commence une grande tension. Instinctivement, on se dit que l'art sert à imiter, regarder autour de soi, puis reproduire. Un paysage, un visage, un corps en mouvement, une scène de la vie. Cela semble logique, presque naturel. Quand un enfant commence à dessiner, il essaie de faire comme en vrai. 2 yeux, un nez, une bouche. Plus le dessin ressemble au réel, plus on dit qu'il est réussi. Et pendant des siècles, cette idée a dominé. L'artiste était celui qui voyait bien, et qui copiait bien. Regarde l'histoire de la peinture. Des générations entières ont cherché la précision, la perspective parfaite, la lumière juste, le détail exact. Chaque progrès technique était vu comme une victoire de l'art. Comme si l'objectif ultime était de faire oublier que l'œuvre était une œuvre. Mais pose-toi une question simple. Si l'art était seulement une question de ressemblance, alors la meilleure œuvre serait une copie parfaite. Et pourtant, as-tu déjà ressenti ce léger malaise devant une image trop réaliste? Un portrait hyper réaliste, où chaque pore de la peau est visible, où chaque reflet est exact. On admire la technique, on reconnaît le talent, mais quelque chose manque. Ce n'est pas vide, mais ce n'est pas vivant non plus. C'est impressionnant, sans être bouleversant. Pourquoi? Parce que copier parfaitement le réel ne garantit pas l'expérience artistique. Une photographie ultra précise n'est pas forcément une œuvre d'art. Et c'est là que la première illusion se brise. La technique peut être parfaite sans que l'art soit présent. Pourquoi? Parce que le réel, pris tel quel, ne dit pas tout. Il montre, mais il ne révèle pas. Il décrit, mais il ne questionne pas. L'art ne commence pas quand on voit correctement. Il commence quand on choisit ce que l'on montre et ce que l'on laisse de côté. Imagine 2 personnes face au même paysage. La même lumière, le même horizon. L'une photographie tout, exactement. L'autre peint une scène légèrement déformée. Un ciel plus lourd, des couleurs plus sombres, un détail exagéré. Laquelle te parle le plus? Souvent, celle qui s'éloigne du réel. Parce qu'elle ne montre pas seulement ce qui est là. Elle montre ce que ça fait. Imiter le réel, c'est le reproduire extérieurement. Mais comprendre le réel, c'est autre chose. L'art n'est pas un miroir neutre. C'est un regard, un point de vue, une interprétation. Dès que l'artiste choisit un angle, une lumière, un cadre, il cesse de copier. Il commence à dire quelque chose. Même le réalisme le plus strict est déjà un choix. Et un choix, c'est une prise de position. C'est ici que quelque chose bascule. L'art ne naît pas quand on copie le monde. Il naît quand on s'en écarte volontairement. Quand on accepte de trahir légèrement le réel pour être fidèle à une expérience intérieure. Ce n'est plus « voilà ce que je vois ». C'est « voilà comment je le vis ». Et cette différence change tout. Un art purement objectif serait inutile. Parce que le monde existe déjà. L'art devient nécessaire quand il ajoute une couche humaine. Une émotion, une tension, une question. L'artiste ne dit pas « regarde ». Il dit « regarde comme moi ».
Et c'est là que le spectateur entre en jeu. Quand tu regardes une œuvre, tu ne consommes pas une image. Tu rencontres un regard humain, situé, limité, subjectif. Et paradoxalement, c'est cette subjectivité qui rend l'œuvre universelle. Parce que tu peux t'y reconnaître. Il existe une frontière invisible entre la copie et l'art. Elle ne se mesure pas en précision, elle se ressent. C'est le moment où l'œuvre ne te montre plus seulement quelque chose, mais te fait ressentir quelque chose. Un malaise, une nostalgie, une paix étrange, une colère sourde. À partir de là, l'art cesse d'être une image du monde, il devient une expérience. Et si l'art n'était pas là pour représenter le monde extérieur, mais pour rendre visible quelque chose d'intérieur? À cet instant précis, l'art change de nature. Il cesse de regarder le monde, il commence à regarder l'humain. Si l'art ne se contente pas de copier le monde, s'il accepte même de s'en éloigner, alors une question devient centrale. Que cherche-t-il vraiment à montrer? La réponse n'est pas dehors, elle est dedans. Il y a des choses que tu sais ressentir, mais que tu n'arrives pas à expliquer. Une tristesse sans cause précise, une joie fragile, une peur diffuse, une colère que tu ne sais pas formuler. Tu peux parler longtemps, et pourtant sentir que quelque chose t'échappe. Les mots ont des limites. Ils découpent le réel, ils classent, ils simplifient. Mais certaines expériences humaines sont trop denses, trop ambiguës, trop contradictoires. C'est exactement là que l'art commence à parler. L'art ne remplace pas le langage, il le contourne. Il ne dit pas « je suis triste ». Il te fait ressentir la tristesse. Il ne dit pas « le monde est violent ». Il te place face à cette violence. Il ne définit pas l'amour, il te le fait éprouver. Une musique peut te bouleverser sans prononcer un seul mot. Un tableau peut te serrer la gorge sans expliquer pourquoi. Parce que l'art ne passe pas par le raisonnement d'abord. Il passe par le corps, par la mémoire, par l'émotion. On imagine souvent l'artiste comme quelqu'un qui veut plaire, ou montrer son talent. Mais très souvent, l'artiste crée d'abord pour survivre intérieurement. Créer pour ne pas exploser, créer pour ne pas se taire. Créer pour transformer une tension en quelque chose de partageable. L'œuvre n'est pas toujours un message clair, c'est parfois un aveu. Parfois même, un aveu que l'artiste lui-même ne comprend pas totalement. Regarde les grandes œuvres qui traversent le temps, elles parlent rarement de choses simples. Elles parlent de perte, de manque, de désir, d'injustice. Pas de manière explicative, mais de manière incarnée. Une silhouette isolée, un cri déformé. Une couleur trop sombre, un silence trop long. L'art ne dit pas « voilà ce que tu dois penser ». Il dit « voilà ce que j'ai ressenti ». Et c'est précisément pour ça que tu peux t'y reconnaître. Plus une œuvre est personnelle, plus elle peut devenir universelle. Parce que les émotions humaines se ressemblent plus qu'on ne le croit. La peur n'a pas besoin d'être expliquée, la solitude non plus. Quand une œuvre touche juste, elle te donne l'impression étrange que quelqu'un t'a mis des mots, ou des formes, sur quelque chose que tu portais en toi sans le savoir. Ce moment-là est rare. Mais quand il arrive, il laisse une trace durable. L'art n'impose pas une vérité, il ouvre un espace. Un espace où tu peux ressentir sans te justifier. Un espace où tu peux reconnaître des parts de toi-même que tu caches parfois. C'est pour cela que certaines œuvres dérangent. Elles ne sont pas violentes,
elles sont justes. Et cette justesse peut être inconfortable. Il arrive qu'une œuvre fictive te touche plus qu'un événement réel. Un film peut te faire pleurer alors que tu es resté distant face à une situation similaire dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que l'art isole l'essentiel. Il enlève le bruit, il concentre l'émotion, il rend visible ce qui est diffus dans le réel. La réalité est complexe, confuse, pleine de distractions. L'art, lui, te guide vers un point précis. Et parfois, ce point est plus vrai que la réalité elle-même. L'art ne prouve rien, il montre. Il ne démontre pas, il suggère. Il ne force pas, il invite. Et c'est exactement pour ça qu'il agit profondément. Parce qu'il te laisse libre. Libre de ressentir, libre d'interpréter, libre de te confronter à toi-même. Mais si l'art peut être irréaliste, subjectif, déformé, alors une question devient inévitable. L'art dit-il la vérité, ou est-ce un mensonge élégant? Et si ce mensonge était parfois plus juste que les faits eux-mêmes? Depuis le début, quelque chose dérange peut-être en silence. Si l'art déforme, s'il exagère, s'il invente. Alors que vaut-il vraiment? Peut-on faire confiance à une œuvre qui ne décrit pas fidèlement la réalité? Ou pire encore, l'art ne serait-il qu'un mensonge sophistiqué? Une illusion bien construite pour nous faire oublier le monde tel qu'il est? Dans la vie quotidienne, on associe souvent la vérité à l'exactitude. Est vrai ce qui correspond aux faits? Ce qui peut être vérifié, mesuré, confirmé. Dans ce cadre-là, l'art est suspect. Un roman invente, un tableau transforme, un film met en scène. Rien n'est exact au sens strict. Et pourtant, il t'est sûrement déjà arrivé de te reconnaître profondément dans une situation fictive. Un personnage qui n'a jamais existé, une scène qui n'a jamais eu lieu. Et pourtant, quelque chose en toi dit, oui, c'est exactement ça. Comment est-ce possible? Comment quelque chose de faux peut-il produire un sentiment de vérité plus fort que la réalité elle-même? Voici le paradoxe. La réalité brute est souvent trop complexe pour être comprise telle qu'elle. Elle est fragmentée, désordonnée, remplie de détails inutiles. L'art ne reproduit pas tout. Il choisit, il cadre, il simplifie. Et ce faisant, il fait apparaître l'essentiel. L'art ne ment pas pour tromper, il ment pour révéler. Regarde certaines œuvres irréalistes. Des visages déformés, des proportions impossibles, des couleurs irréelles. Objectivement, ce n'est pas vrai. Mais subjectivement, c'est parfois d'une justesse troublante. Pourquoi? Parce que l'art ne cherche pas à être fidèle au visible. Il cherche à être fidèle au ressenti. Et le ressenti, lui, n'est jamais parfaitement rationnel. Il existe une vérité qui ne se mesure pas. La vérité de ce que ça fait d'être humain. La peur de perdre, la honte, le désir, la solitude. Aucun graphique ne peut les résumer, aucune statistique ne peut les épuiser. L'art est le langage de cette vérité-là. Une vérité vécue, subjective, mais profondément réelle. Un fait te renseigne, une œuvre te transforme. Tu peux connaître toutes les données sur la guerre, sans jamais ressentir ce que vit un être humain pris dedans. Mais une image, un film, un poème, peuvent te faire ressentir en quelques secondes ce que 1000 chiffres ne transmettront jamais. L'art ne remplace pas la vérité factuelle. Il la complète, il lui donne une épaisseur humaine.
C'est pour cela que certaines fictions restent gravées en toi. Elles ne te disent pas ce qui s'est passé, elles te montrent ce que ça signifie. Et parfois, comprendre le sens est plus important que connaître le détail exact. Mais cette puissance a un prix, parce que l'art agit sur les émotions. Il peut déranger, il peut remettre en question ce que tu croyais évident. Il peut fissurer des certitudes confortables. C'est pour cela que l'art a toujours été surveillé, censuré, contrôlé. Non pas parce qu'il ment trop, mais parce qu'il dit parfois une vérité que l'on préfère ne pas voir. À ce stade, l'art n'est plus un simple objet esthétique. Il devient un acte qui touche à quelque chose de fondamental. La liberté. Créer, c'est peut-être déjà résister. À partir du moment où l'art ne se contente plus de copier, où il exprime l'intérieur, où il révèle une vérité sensible, il devient impossible à neutraliser, parce que ce qu'il montre ne peut plus être réduit à une technique. L'art commence alors à poser un problème. Une œuvre peut être silencieuse, elle peut être immobile, elle peut être abstraite. Et pourtant, elle peut déranger profondément. Pourquoi? Parce que l'art touche à quelque chose que toute société cherche à organiser, canaliser, contrôler. La manière dont on voit le monde, la manière dont on ressent, la manière dont on se représente soi-même. Créer, c'est proposer une autre manière de voir. Et proposer une autre manière de voir, c'est déjà contester l'ordre établi. Créer, ce n'est pas seulement produire, c'est choisir. Choisir ce que l'on montre, choisir ce que l'on tait, choisir le point de vue. Même sans discours explicite, ce choix est un acte de liberté. L'artiste n'obéit pas seulement aux règles du réel. Il écoute quelque chose en lui. Et ce quelque chose n'entre pas toujours dans les cadres prévus. Quand une œuvre choque, ce n'est pas parce qu'elle est agressive. C'est parce qu'elle touche un point sensible. Elle révèle une tension cachée, une hypocrisie, une peur collective, un tabou. Ce qui choque aujourd'hui ne choque pas toujours demain. Ce qui signifie une chose essentielle. Ce n'est pas l'œuvre qui est excessive, c'est souvent la société qui est fragile. Chaque époque impose des normes. Ce qu'il faut admirer, ce qu'il faut taire. Ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut rejeter. L'art ne détruit pas toujours ces normes, mais il les rend visibles. Et rendre visible une norme, c'est déjà la fragiliser. Un artiste ne dit pas forcément « cette règle est injuste ». Il montre ce que cette règle produit. Et parfois, c'est suffisant pour créer un malaise. L'art n'est pas dangereux parce qu'il incite à la révolte immédiate. Il est dangereux parce qu'il modifie les représentations. Il agit lentement, en profondeur. Il change ce que les gens trouvent normal, ce qu'ils trouvent acceptable, ce qu'ils trouvent pensable. C'est pour cela que l'art a toujours été surveillé. Non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est libre. Il existe des silences confortables, des silences qui maintiennent l'ordre, des silences qui évitent les questions. L'art brise ces silences-là, parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours avec une force particulière. Il ne donne pas d'ordre, il ne dicte pas, il montre. Et montrer suffit souvent à déclencher une réflexion irréversible. Il est important de comprendre ceci. L'artiste ne maîtrise pas toujours l'impact de son œuvre. Parfois, il crée sans intention politique, mais l'œuvre dépasse son auteur. Elle circule, elle est interprétée, elle rencontre d'autres regards. L'art n'est pas une arme volontaire,
c'est une zone de liberté incontrôlable. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange. Créer librement à un coup. L'artiste s'expose, il s'isole parfois. Il prend le risque d'être incompris. Parce que montrer ce que l'on ressent vraiment n'est jamais sans conséquence. L'art n'est pas confortable, il n'est pas consensuel par nature, il avance toujours là où quelque chose résiste. Mais alors, si l'art dérange, s'il choque, s'il provoque, une question revient sans cesse. À quoi ça sert? Pourquoi consacrer du temps, de l'énergie, à quelque chose qui ne nourrit pas, ne protège pas, ne soigne pas directement? Et si l'art ne servait à rien? Dans un monde obsédé par l'efficacité, l'art paraît suspect. Il ne produit rien de tangible. Il ne résout pas directement un problème. Il ne se mesure pas facilement. On peut vivre sans tableau, sans poème, sans musique. Alors pourquoi s'encombrer de tout ça? Cette idée est ancienne, et elle revient toujours dans les périodes de crise. Quand tout doit servir, quand tout doit être rentable, quand tout doit avoir une fonction claire. Mais pose-toi une question simple. Que veut dire servir? Servir à produire, servir à réparer, servir à optimiser? Si c'est le cas, alors oui, l'art est inutile. Il ne nourrit pas le corps, il ne soigne pas directement les blessures, il ne protège pas des catastrophes. Mais l'erreur est là. On confond ce qui fait vivre avec ce qui fait survivre. L'art n'agit pas là où les chiffres suffisent, il agit là où quelque chose se fissure intérieurement. Quand tu te sens vide, quand tu te sens perdu, quand tu n'arrives plus à donner du sens à ce que tu fais. Aucune statistique ne t'aide à ce moment-là. Mais une œuvre, parfois oui. L'art est inutile comme le silence est inutile. Comme le rêve est inutile, comme la contemplation est inutile. Et pourtant, supprime-les. Supprime le silence, supprime les rêves, supprime les moments gratuits. Que reste-t-il? Une vie fonctionnelle, mais étouffée. L'art crée des espaces où l'on n'est pas en train de produire, de justifier, de performer. Des espaces où l'on peut simplement être. L'être humain ne supporte pas longtemps une existence entièrement utilitaire. Quand tout devient moyen, plus rien n'a de valeur en soi. L'art introduit quelque chose de rare. Une expérience sans objectif pratique. Tu écoutes une musique sans chercher à en tirer un avantage. Tu regardes une image sans vouloir l'exploiter. Et paradoxalement, c'est dans cette inutilité que quelque chose se répare. L'art n'est pas une solution, il n'est pas une réponse. Il est une respiration, un moment où l'esprit cesse de se contracter. Un moment où tu peux ressentir sans devoir expliquer. Dans une société tendue, fatiguée, pressée, l'art agit comme un relâchement invisible. Et ce relâchement est essentiel. Imaginons un monde où tout doit servir. Chaque minute justifiée, chaque activité rentable. Dans ce monde, l'art devient superflu. Et avec lui disparaissent des choses moins visibles. La nuance, la sensibilité, la capacité à ressentir autrement. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais quelque chose se durcit. On dit souvent que l'art est un luxe. Mais historiquement, l'art apparaît justement quand la vie est difficile. Dans les grottes, dans les guerres, dans les périodes d'oppression. Parce que quand tout devient dur, l'humain a besoin de ce qui ne sert à rien pour ne pas devenir lui-même une simple fonction. Alors posons la question jusqu'au bout. Non pas « l'art est-il utile ?» mais « que deviendrait l'humain dans un monde sans art ?»
Allons jusqu'au bout, imaginons une société où l'art n'existe pas. Pas de musique, pas d'images gratuites, pas de récits inventés. Pas de films, pas de poésie, pas de peinture. Rien qui ne serve à rien, juste ce qui est nécessaire, juste ce qui est utile, juste ce qui fonctionne. À quoi ressemblerait un tel monde? Dans ce monde, tout est optimisé. Les bâtiments sont efficaces, les discours sont clairs, les gestes sont précis. On ne perd pas de temps à contempler, on ne s'attarde pas sur ce qui ne produit rien. Les émotions sont tolérées tant qu'elles ne ralentissent pas. La tristesse doit être gérée, la colère canalisée, le désir contrôlé. Rien n'est interdit officiellement, mais rien n'est encouragé à sortir du cadre. Au début, personne ne remarque vraiment l'absence de l'art. On continue à vivre, à travailler, à consommer, à communiquer. Mais peu à peu, quelque chose change. On parle de plus en plus efficacement, et on se comprend de moins en moins. On explique beaucoup, mais on ressent peu. Les mots deviennent fonctionnels, les images deviennent informatives. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, plus de place pour ce qui ne se résout pas. Sans art, le monde devient plat. Pas vide, mais plat. Les choses ont un sens unique, une seule lecture possible, une seule interprétation autorisée. On ne sait plus rester face à une question ouverte. On cherche toujours une solution, un mode d'emploi, une réponse rapide. Mais certaines questions ne sont pas faites pour être résolues, elles sont faites pour être habitées. L'art apprend quelque chose de fondamental. Tout n'est pas simple, tout n'est pas clair, tout n'est pas stable. Et ce n'est pas un problème. Une œuvre ne te dit pas quoi penser. Elle te confronte à une tension, elle t'apprend à rester dans l'incertitude. À accepter que deux émotions contradictoires coexistent. À reconnaître que l'humain n'est pas réductible à une fonction. Un monde sans art n'est pas forcément violent, il est plus discret que ça. C'est un monde où l'humain se réduit peu à peu à ce qu'il fait, à ce qu'il produit, à ce qu'il prouve. Tout ce qui déborde devient suspect, tout ce qui ne s'explique pas devient inutile. Et à force, l'humain oublie qu'il est aussi un être qui ressent, qui imagine, qui doute. L'art ne rend pas meilleur, il ne rend pas plus intelligent, mais il élargit. Il élargit le regard, il élargit la sensibilité, il élargit la conscience de soi. Grâce à l'art, on apprend que le monde peut être perçu autrement, que soi-même peut être vécu autrement. L'art n'ajoute pas une information, il ajoute une dimension. C'est pour cela que l'art revient toujours. Même quand on essaie de le réduire, même quand on le juge inutile, même quand on le contrôle. Parce que l'art n'est pas un supplément, il est une conséquence directe du fait d'être conscient. D'avoir une intériorité, d'avoir une mémoire, d'avoir un désir. Tant que l'humain se posera des questions, il créera. L'art n'est pas une réponse définitive, il ne dit pas ce qu'il faut penser. Il montre ce que cela fait d'être humain. Il est le miroir de la conscience, quand elle se regarde elle-même. Il est la voix de l'inconscient, quand les mots ne suffisent plus. Il est la mise en forme du désir, quand celui-ci cherche à s'exprimer sans se justifier. Et peut-être que l'art existe pour une raison simple. Parce que vivre, ce n'est pas seulement fonctionner. C'est ressentir, c'est chercher, c'est douter. Si tu as suivi cet épisode jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que, toi aussi, tu as déjà ressenti que quelque chose manquait dans un monde trop rapide, trop utile, trop sûr de lui. L'art ne comble pas ce manque, mais il lui donne une forme. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer.